crois que j'ai remarqué un truc qui me plaisait, c'est que visuellement, on est beaucoup moins dans quelque chose où où il y a affinité avec des autres artistes, et il y a beaucoup plus d'affinité ou inspiration venant des visuels, des dessins ou des images qui servent à quelque chose. Parfois ils sont très beaux, comme des dessins médicaux, arabes, médiévaux, des choses comme ça. Parfois ils sont très moches, genre juste une photo d'une maître parking, ou comment on dit ça, un distributeur, des choses comme ça. Il y a beaucoup de recherche de comment dessiner des choses concrètes. Ce qui est un grand défi qui est un peu particulier aux auteurs BD déjà, que nous, souvent, dépendant de l'histoire qu'on a imaginée un peu au hasard, sans penser nécessairement en avant qu'on devait aller dessiner tout ça, c'est qu'on doit vite maîtriser tout genre de choses à dessiner. Un peintre qui travaille pour des expositions, il peut se permettre de creuser un sujet visuel pendant des années s'il veut. Femme, vase, sans femme, et comme ça, des années s'il veut, jusqu'à que Morandi ou quelque chose a vraiment capté la beauté de quelques céramiques sur une table. Et nous, on doit maîtriser des objets, des choses, des gens à une vitesse folle. Et pourtant, ça vaut la peine de vraiment tenter de visuellement digérer ces choses aussi, pas juste copier à quoi ça ressemble, pas juste en faire une sorte de truc rapide et cartoonesque non plus, mais en très peu de temps, le peu de temps qu'on a si on veut avancer ces bouquins, faire quand même notre propre synthèse de la chose. Panthère, est-ce qu'il y a de plus qui ressemble plus à un précédent pour le roi Méduse? On a un père et sa fille. Roi Méduse, on a un père et son fils. Je ne crois pas qu'en moi il y a un particulier souci avec le sujet de l'enfance, ou une sorte particulière envie d'explorer l'enfance. Sauf une fois commencé un livre comme le roi Méduse, je m'inspire énormément de l'imaginaire d'enfance, les jeux, certaines simplicités de voir le monde. Je crois que c'est plus que et Roi Méduse et Panthère sont des livres de suspense, des livres de thrillers, des thrillers aussi joyeux souvent, et avec plein de blagues, mais avec une tension, une suspense, un danger, et mettant un enfant en protagoniste, j'ai l'impression que ça fait monter le suspense de quelques degrés tout de suite. Surtout un enfant qui ne semble pas être trop protégé. Et là, il y a un truc quasi sexiste que je fais, mais qui me semble fonctionner. C'est que dans les deux cas, je tue la mère avant que le livre commence. D'ailleurs, à un moment, il y a des années, mes parents feuilletaient un storyboard pour les rois Méduse, et ma mère tombait sur une petite note. Elle regarde très attentivement, donc elle tombait sur une petite note dans la marge qui disait, entre parenthèses comme ça, option, double point, mère vivante. Et elle disait, oh, mais merci de juste considérer une mère vivante. C'est vraiment classe. Elle a découpé et elle garde toujours dans son portefeuille, genre, option mère vivante. Mais du coup, pour que, culturellement, je crois qu'on a plus de crainte pour un enfant sans mère qu'un enfant sans père. Avec le truc d'avoir un père et un fils, j'ai contemplé, est-ce qu'il pourrait y avoir une mère, est-ce qu'il pourrait y avoir une fille, mais puis je me disais que sous-consciemment, je pense que je suis en train de contempler mon propre possible potentielle future paternité. Et en gros, moi quand j'étais petit, j'étais un garçon, et si je vais être père un jour, un jour je vais être père. Donc ça le rend juste plus personnel pour moi. Il n'y a pas de choses dans le choix, ça dit rien sur les possibilités dans la société. Mais,
voilà, il y a plus de suspense automatique dans ça. En tout cas, de choisir un père. Et puis c'est plus personnel, plus naturel. Je dois moi me serrer les fesses en faisant les choix de ce que disent et font les personnages. Dans Les Amateurs, le livre que j'ai fait en 2011, il y a un personnage fou, du coup écrit par moi à l'époque, qui n'a jamais vécu la folie à l'époque. En plus, quand je devais choisir la description de ce qu'il a comme maladie mentale, ça dit quelque part, il a eu une psychose. C'est un des moments qui arrive parfois, ça arrive avec les noceurs aussi, où en écrivant, je semble forcément par accident prédire le futur un peu. J'y crois pas du tout, mais il y a des drôles de hasards comme ça où j'écris des choses qui après deviennent vraies, qui arrivent dans ma vie. Mais du coup, ça c'était... il a l'air de marcher comme personnage, mais c'est vraiment écrit par quelqu'un. À l'époque, ce personnage Denis dans Les Amateurs est écrit par quelqu'un qui a le vue extérieure de tout ça, quoi. 2 ans plus tard, j'ai fini par vivre une psychose. Une psychose est quelque chose de très utile et fertile à avoir eu si tu es un artiste écrivain. C'est un état où ton cerveau marche à 20 fois la vitesse normale, où tu as plein d'épiphanies, où tu as beaucoup d'opinions très simples, rapides, des connexions avec tout genre de sujets que tu n'aurais normalement pas. Après, on te guérit de tout ça, mais tu as le souvenir de ces pensées. Une sorte, tu as développé un point de vue sur certaines choses, ou tu as le souvenir d'avoir eu un point de vue assez spécifique et bizarre sur quelque chose, ce qui est déjà intéressant pour un écrivain. Donc tu n'as pas besoin de croire à ces visions et ces opinions pour les trouver intéressants et utiles. C'est peut-être un tout petit peu comme avoir une longue rêve lucide, mais qui se passe dans le vrai monde. Te souvenir quasi chaque détail. Du coup, pour en venir à Le Roi Méduse, je crois que j'ai fait une erreur dans les interviews avant, là, en parlant de la psychose comme quelque chose qui a motivé de faire ce livre. Je crois qu'il y a quelques petits aspects de ce que j'ai ressenti, surtout l'aspect délire d'interprétation, ce qui est une façon de dire en français qui marche très bien pour ce que c'est une psychose. C'est-à-dire que tu vois la même chose que tout le monde, mais tu as des explications radicalement différentes que les gens. Ça. Si ça m'a inspiré pour le livre, c'est plutôt que interpréter tout le temps, avoir cette chose d'agent secret comme ça. Ça me donne envie comme livre, cette sorte d'aventure où les antagonistes, les alliés, ces choses-là, ils sont toujours un peu cachés, toujours un peu mission impossible avec les faux visages. Jamais les choses sont vraiment sûres, mais c'est quand même vraiment une histoire d'aventure. Du coup, au lieu de... J'aurais jamais dû utiliser le mot délire quand je décris le père, parce que ce qu'il fait, ce qu'il devient, est un complotiste. Et il y a des millions de gens qui deviennent complotistes maintenant en tombant dans des tunnels internet, quoi, des trous de lapin, qui croient, quand ils suivent le bon petit chemin, qui finissent par croire que c'est des sortes d'hommes lézards de l'espace qui gèrent tout au monde. Et dans ce que croit le père dans le livre, il n'y a rien de plus extrême que ça. C'est voire moins extrême que les extrêmes du complotisme. Et ces gens-là ne sont pas cliniquement fous, on leur donne pas pas cliniquement fous, c'est pas la façon de le dire cliniquement. Mais personne ne leur donne des médicaments, quoi. Et personne pense qu'on doit leur donner des médicaments. Ils sont juste entrés dans une zone, la chambre écho,
je pense on dit, dans un chemin où ces choses, où l'Internet miroite leurs croyances, parce que l'Internet leur donne la chose qu'ils ont l'air d'aimer, et du coup donne davantage et plus extrême, comme un marchand. Et mes protagonistes là, le père, son fils, ils n'ont pas l'air d'arriver à leur croyance par l'Internet, parce que c'est une des premières choses qu'ils virent de la maison, c'est tous les appareils électroniques et surtout les trucs de communication, quoi, pour s'isoler. Tout de même, au tout début du livre, on voit un écran allumé dans le bureau du père. Donc, pendant cette période où il reste allongé, comme congelé sur son sofa, on peut s'imaginer qu'il a suivi quelques trous de lapin, quoi. Mais ce qui se passe, ce qui réveille le père de son stasis, ce qui fond la glace dans laquelle le père est enfermé, ce qu'on peut croire être une dépression, une sorte d'autre genre de désespoir avec le monde et son futur personnel et le futur de son fils. C'est le dessin d'Arthur, son fils, qui le réveille, comme un défibrillateur lui sorte son petite rumination qui semble durer depuis des années. Et ce qui se passe entre père et fils à ce moment est ce qui n'était pas conscient nécessairement au premier moment où je l'ai écrit, mais miroite parfaitement le chambre écho qu'il y a sur l'Internet. La façon dont un algorithme Internet te fournit les choses que tu as déjà aimées, c'est ce qui se passe entre père et fils. Là. Le fils, il veut l'attention de son père, les eyeballs, comme on dit sur l'Internet. Il fait des dessins pour son père, il en fait plusieurs. Son père réagit mieux sur certains que sur des autres. Et quand son père a une sorte d'étincelle dans les yeux en regardant, Arthur lui fournit davantage des dessins dans le genre. Donc entre eux, avec un crayon et des feuilles, ils sont en train de faire quelque chose d'analogue à ce qui radicalise les gens complotistes aujourd'hui avec Internet. Mais ils arrivent d'une façon plus mignon. Donc quand j'ai utilisé le mot délire en parlant du livre, ou quand j'ai hoché la tête quand on utilisait le mot délire sur mon livre, voilà, je ne me suis pas rendu compte que le mot est assez chargé, on s'imagine pas mal de choses à la fois. Et ce qui est dommage, c'est qu'on s'imagine quelque chose d'assez onirique, avec des hallucinations, une histoire où tout peut arriver, parce que les gens sont fous, de toute façon. Et ça, c'est pas du tout mon livre. Je crois que de cette expérience de délire d'interprétation, ce que j'ai vraiment gardé du livre, c'est cette chose de surinterprétation. Si tu vois ce que je veux dire, que je voulais faire un livre sur ça. Et de même façon que tout à l'heure, je disais que les complotistes ne sont pas considérés en bouffées délirantes. Ils y arrivent par une sorte de façon quotidienne, à leur, je vais éviter le mot délire, à leur vision du monde. De même façon, il y a des livres d'aventure qui utilisent l'extrême interprétation comme l'engin de leur histoire. Da Vinci Code est un incroyablement célèbre exemple de ça. Si je me suis amusé à dire que c'était la Harry Potter breton, c'est cette chose d'un enfant contre des grands méchants imposantes, gigantesques, aidé par beaucoup d'amis. Ça, j'en ai un peu moins dans mon livre que ce qu'il y a en Harry Potter. Mais Da Vinci Code est un excellent parallèle. Le personnage n'est pas un enfant, mais le livre est un livre d'aventure où l'action principale, tout le temps, est interprétée. Et même pas comme Sherlock Holmes ou quelque chose du genre. C'est plus de « Ah, je connais cette phrase, ça réfère à ça et ça ». Tout genre de connaissances qui viennent des livres, en fait. Pas d'expérience de vie ou recherche particulièrement personnelle. Juste avoir appris des langues secrètes, quoi.